On est parti les mains dans les poches, on n'avait pas grand-chose, mais on a eu l'opportunité aussi d'acheter quelque chose. Il n'y avait pas de clientèle, pas de chiffres, rien. C'était l'âge d'or en fait, en 2017, parce qu'un rig, ça te rapportait 200, 300 € par mois. Comment on peut gagner de l'argent avec un ordinateur? C'est peut-être le moment en fait de changer de vie, radicalement. Et puis Bitcoin s'est immiscé dans l'histoire. C'est vrai que les gens dans la crypto, la plupart du temps, ce sont des passionnés. Enfin, il n'y a pas de... Ouais. Ça commence comme ça. Alors j'ai souvenir une fois d'avoir fait un post sur nos réseaux sociaux pour dire que voilà, on acceptait les crypto-monnaies. Ça avait généré d'ailleurs pas mal d'engouement. Il y a un jeune homme qui était venu manger avec sa petite amie et ils ont mangé très très vite et le gars il s'est empressé de venir régler, mais parce qu'en fait il avait qu'une hâte. C'était de payer. C'était de payer en fait. J'ai rarement vu quelqu'un venir payer aussi vite. Je m'ennuierais en fait dans une vie classique. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti. Nicolas et Chloé, merci d'être venus nous parler aujourd'hui sur Grand Angle Entrepreneur de votre expérience, puisque tous les deux, vous êtes fondateurs de Phil Mining, donc une société qui fait du mining. Et on va en parler puisque vous avez commencé dans votre garage, si on peut dire. Donc on va retracer cette expérience et voir comment on peut se lancer dans la crypto quand on vient pas du tout de la crypto. Donc d'où est-ce que vous venez? Alors comme vous êtes entrepreneur en couple, où est-ce que vous êtes rencontrés? Parce que vous êtes marié femme. Je te laisse commencer si tu veux. Oui, mais si tu veux, oui. Et ben on s'est rencontrés à Rennes déjà, donc pour parler de la vie privée, si on peut commencer comme ça. Et puis on a très vite vu qu'ensemble on avait une vision commune en fait du travail notamment. Donc on a vite voulu se mettre à notre compte et travailler pour nous. Vous aviez quel âge quand vous vous rencontrez? On avait 23, 22. Ouais. 22, ouais. Donc c'était quoi, ça. il y a 5 ans quoi. C'est gentil, c'est gentil. Ça c'est très gentil. Ouais, non, à peu près, grosso modo, c'est ça. Ouais. Oui. En quelle année c'était? Alors, en quelle année? 2006. C'était en 2006. Voilà. Donc Bitcoin n'existait pas. Voilà, la crypto non plus. Non, Voilà. du tout. On était très très loin de tout ça, ouais. On était salariés tous les deux, mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on s'est dit tiens, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble parce qu'on a la même Vous vision. travailliez à l'époque? Alors, moi, j'étais encore étudiante en master de technologie éducative de formation. Et à côté de ça, je travaillais dans un restaurant. Et puis Nicolas déjà était dans la restauration. J'étais déjà dans la restauration, ouais. Et puis l'opportunité s'est présentée en fait assez vite, au bout d'un an. Au bout d'un an et demi, ouais. Au bout d'un an et demi, on a monté notre première affaire. Ouais, on a monté une première affaire. On est descendu à Grenoble. C'était quoi comme affaire? Eh ben un restaurant. Un restaurant. Du coup. Un restaurant. Un restaurant de quoi? Un restaurant de crêpes et de galettes, une crêperie traditionnelle bretonne. On est parti les mains dans les poches. On n'avait pas grand-chose, mais on a eu l'opportunité aussi d'acheter quelque chose à pas cher et à construire tout. En fait, c'était un local qui était vide, il y avait aucune activité, donc fallait tout construire. Il n'y avait pas de clientèle, pas de chiffres, rien. Donc from scratch. c'était voilà. Ouais, c'est ça. Mais on c'était est parti un vraiment défi. d'une page blanche. C'était un défi. C'est vrai qu'on est parti. On n'avait pas une once d'inquiétude, pas de stress, rien. On est parti vraiment sans filet, quoi. On est parti les mains dans les poches. Donc vous avez rénové le bâtiment pour faire le resto vous-même et après vous avez exploité? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc, avec toute notre insouciance et notre innocence. En 2007, quoi. Ouais, c'est ça, 2007. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, ça marche plutôt pas mal? Ça marche plutôt bien, même. Ça marche bien. Les années sont toutes meilleures des unes aux autres. Et du coup, ouais, ça fonctionne bien. On est resté du coup 11 ans dans cette affaire. Et puis, il y a eu un moment donné... C'est récent, alors? Ça veut dire qu'en 2018, vous avez arrêté l'affaire? Ouais. D'accord. Ouais. En 2018, on a arrêté l'affaire. En fait, nos affaires se sont chevauchées un petit peu entre Phil ça. Mining et le restaurant. Il y a eu un moment, une bifurcation qui s'est faite. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci, pas de souci. Je disais, en coulisses, il se passait déjà des choses, en fait, avant qu'on décide de vendre le restaurant. Il y avait déjà des projets en cours. Donc voilà, on savait en fait qu'on allait tirer notre révérence et on savait vers quoi on allait aller. Mais il était un peu trop tôt pour l'annoncer. Et puis on pouvait pas, cette fois on pouvait pas partir sans filet parce qu'en 11 ans on a eu 3 enfants, donc c'est totalement différent que quand on est en couple à 2. Donc du coup il fallait un petit peu surveiller nos arrières. Donc, voilà. Le troisième, il est arrivé quand, le dernier? Au niveau des enfants, ouais. On a eu notre premier fils en 2008. Ouais, c'est ça, ouais. Oui.
Un an. Puisque ça s'est mis en route à peine en même temps ouvrait que le restaurant. l'affaire. En même temps que l'affaire. Donc on a eu 2 bébés en même temps, un autre affaire qui était vraiment notre bébé, et puis notre fils. Et puis après, nos filles, en 2013, on a des jumelles. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'on avait envie de changer de vie aussi, hein, ça c'est sûr. Il y avait une certaine lassitude qui s'était installée. C'est une affaire qu'on a montée vraiment au bout du bout. On ne pouvait pas aller plus loin, on ne pouvait pas étendre plus l'activité parce qu'au niveau de la place, ça s'y prêtait pas. Donc on a fait vraiment tout ce qu'on a pu et tout ce qu'on a voulu faire en fait dans cette boîte. On ne pouvait pas la pousser plus haut. Donc on voulait vraiment changer de cap. Et puis nous, c'est vrai qu'on aime bien quand même tout ce qui est challenge, défi. On avait besoin de... Oui, on aime bien le côté projet, on en avait fait, de besoin de construire nouveaux quelque projets, chose, de bâtir quelque chose de zéro. Donc c'est vrai que au bout d'un moment, en fait, la restauration, ça a certaines limites. Alors c'est soit on en achète d'autres et on met des gérants et puis on se développe comme ça. Mais c'est vrai que c'était pas forcément dans notre choix de vie. Non. Après, les enfants étant là, aussi on s'est rendu compte de choses qu'on ne vivait pas. En fait, on est un peu hors de la vie normale dans la restauration. On travaille le soir, le week-end, il n'y a pas vraiment de vie sociale, la vie de famille c'est compliqué. C'est ça, c'est compliqué. Les enfants se couchent avec une nounou, donc voilà, il y a des choses, après il y a des priorités qui se sont posées et on s'est dit, bon, c'est peut-être le moment en fait de changer de vie radicalement. Et puis Bitcoin s'est immiscé dans l'histoire. Donc après, quand on y met le doigt... Justement, c'est pour ça que je vous demandais d'où vous partiez. Ouais. Parce que comme on parle d'entrepreneuriat, il y a énormément de profils. Et souvent, quand on me dit une formation d'entrepreneur, je dis, bah attends, il y a tellement de cas différents que regardez déjà comment les gens ont fait et vous verrez que n'importe qui... tout est possible dans l'entrepreneuriat, quoi. Donc là, vous avez un restaurant, et comment vous découvrez Bitcoin? Parce que pour l'instant, vous êtes restaurateur, vous n'avez pas spécialement de lien avec la tech. Non. Alors si, quand même, on ne vient pas de rien non plus dans la tech. Au niveau de nos études, tous les deux, on a quand même fait des études dans les technologies. On est quand même passionnés de technologie, et on est toujours curieux. Voilà. Après, la restauration, c'est quelque chose qu'on savait faire tous les deux. Moi, je suis fille de restauratrice. Dans ma famille, il y a beaucoup de restaurateurs, donc c'était quelque chose d'accessible en fait pour nous deux. Pour une première affaire, c'était très bien en fait de mettre le pied à l'étrier. Et c'était pas tant la restauration, c'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter, c'est plus le fait d'entreprendre en fait. Ça aurait pu être n'importe quel projet, finalement on avait vraiment envie d'y aller en fait. Donc voilà, la restauration c'était facile pour nous parce qu'on savait faire. C'était la facilité parce qu'on savait faire. Et parce qu'on était un bon binôme en fait là-dessus, on se complète bien dans ce domaine-là. Oui. Donc, voilà. Oui, on a cette chance aussi de pouvoir dissocier en fait nos responsabilités, nos tâches en fait dans Qui faisait la cuisine? Alors Nicolas, c'était ma partie. Nicolas en cuisine et moi je m'occupais de la salle. Et en fait c'est tout le temps pareil dans nos affaires en fait, on se complète vraiment, on ne fait pas les mêmes choses. Et c'est ça qui est notre force en fait vraiment, et c'est ce qui nous permet vraiment d'être proactifs tous les deux. C'est que on se marche pas dessus en fait là-dessus, voilà, là il y a pas. Et ça c'est vraiment une chance parce que on en parle souvent avec des amis. Travailler en couple, c'est pas donné à tout le monde en fait, quoi. Je confirme. J'ai essayé, ça voilà, c'est ça. Et nous, du coup, il faut qu'on en tire profit en fait, parce que c'est comme ça, nous, qu'on arrive à être le plus efficace. C'est vrai qu'à deux, on arrive à déplacer des montagnes. C'est vrai qu'on est fort là-dessus. Oui, on se complète bien. Et puis, c'est vrai que ça aide beaucoup, en fait, mine de rien. Alors, on peut entreprendre tout seul, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai que c'est une aide supplémentaire, parce que souvent, quand il y en a un qui est un peu à plat ou à terre, l'autre va se montrer plus fort et pour le relever et passer la difficulté, en fait. Il y a toujours... ça nous est jamais arrivé d'être à plat tous les deux. Non, jamais, on se passe tout le temps le relais, là-dessus. Il y a des moments où on est quand même bien tous les deux au même moment. On est souvent bien, hein. Mais c'est vrai que quand il y a des moments, il y a des coups de mou, ça arrive dans la vie d'un entrepreneur, ça arrive, on n'est pas toujours à fond. Et ben c'est vrai qu'on arrive toujours à relever l'autre, en fait, quoi. Et alors, comment vous découvrez Bitcoin? Comment Bitcoin fait irruption dans le restaurant? Donc, de longs moments de lassitude, comme je disais, au restaurant, il y a eu un moment où c'était un petit peu plat, et puis Nicolas, il avait envie de faire un petit peu autre chose, notamment là, il voulait refaire la config de son ordinateur. Ouais, disons que l'activité c'était stabilisé en fait, c'était arrivé à un chiffre très stable d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, donc une routine s'installe, c'est normal. En quelle année? 2017, même je dirais fin 2016. Fin 2016, ouais. Ça a commencé comme ça. Et c'était un hasard parce qu'au final, moi j'ai toujours été très geek en fait. J'ai toujours un côté très montage de PC, etc. J'ai toujours aimé ça. Démonter les choses, voir comment ça marche, j'ai toujours adoré ça. Et là, j'avais prévu de refaire une config d'un ordinateur pour le gaming.
Et je tombe par hasard en fait sur une vidéo YouTube de gens qui mettaient en fait en série des cartes graphiques sur une machine. Donc en 2016, et je me disais, alors voilà, ouais. Et les premières machines que je vois comme ça, c'était pour du benchmark de gaming, donc c'était l'optimisation de FPS sur des jeux, ou pousser les cartes et les optimiser de manière à avoir le meilleur rendu possible graphique. Mettre en série, quoi. Ouais. Et effectivement, je suis tombé sur tout un monde en fait de gens qui exploitaient en fait ce schéma d'ordinateur pour miner de la crypto-monnaie, sécuriser un registre blockchain. Donc c'était sur l'Ethereum à l'époque, mais donc en 2017. Mais oui, du coup, et ça m'a surpris en fait. Je me suis dit comment on peut gagner de l'argent avec un ordinateur. Qu'est-ce qu'ils font c'est quoi l'arnaque Donc voilà, c'est ça. Après, et puis après, j'ai toujours été très curieux d'apprendre des choses que je connais pas. Donc il y a quand même quelque chose qui même si ça m'intéresse pas tout de suite, j'ai besoin de creuser le sujet pour voir si c'est vraiment quelque chose de tangible, si c'est pas du vent, est-ce qu'il y a une réelle application derrière, est-ce que c'est vrai, tout simplement, quoi. Et puis c'est devenu petit à petit en fait une passion où je ne regardais plus que ça. Donc je commençais, j'ai commencé à monter des rigs qu'on mettait à la cave au restaurant. Il y en a eu 1, 2, 3. Voilà. Après, et Chloé, elle te voyait plus sortir. Qu'est-ce que tu fais à la cave? Non, du coup, moi, je trouvais ça assez intriguant parce que c'est vrai qu'il passait quand même énormément de temps à la cave. Non, alors pas encore à ce moment-là. On va y venir après. Mais je passais énormément de temps sur YouTube à regarder des vidéos, à lire, alors que c'est vrai que de base t'es pas un grand lecteur, mais là il t'en parlait. Là il était plongé, et du coup je commençais à lui poser des questions, mais de quoi il s'agit, etc. Et du coup voilà, j'ai commencé aussi à plonger dedans et à m'imbiber un petit peu de... Et ça t'a intéressé, ça? Ouais, ça m'a intéressé, ouais. Parce que c'est assez c'est rude quand même comme sujet, brancher des cartes de PC, de machin truc. Oui, t'as pas envie de lui dire, bah attends, on a du taf là. Alors oui, si, on a du taf, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, je trouvais ça assez intéressant. J'étais très, très curieuse par ça, ouais. Très, très curieuse. Et qu'est-ce qui t'a intéressé, toi? Parce que lui, c'est la technique, c'est sûr. Ah ouais, alors le gain, quand même, on va pas se cacher, quand il me disait que voilà, miner de la crypto-monnaie, donc pouvoir générer, là notamment c'était sur l'Ethereum. Bah c'était l'âge d'or en fait, en 2017, ça, parce qu'un rig, ça te rapportait 200, 300 euros par mois. C'était complètement fou, donc, en fait. Oui, il y avait cet aspect-là, et après il y avait toute l'histoire qui était derrière que je trouvais dingue en fait. J'ai commencé aussi pareil à lire, etc. Il était tellement plongé dedans que j'étais obligée aussi je me suis sentie happée en fait par cette soif de connaissances qu'il avait. Oui, et puis même l'entourage pose des questions. L'entourage ne comprend pas non plus comment tu peux créer de l'argent avec ça. Et des cartes graphiques. Mais ça sert à rien, c'est l'argent du darknet. Enfin, voilà, après, il y a tout ce... Et toi, tu justifiais ça en disant, mais si... Non, au début, honnêtement, on n'en parlait pas trop. Franchement, au début, c'est resté vraiment sous-marin. C'était notre petite recherche à nous, etc. Oui. Avant vraiment qu'on se dise, on va en faire quelque chose, il s'est passé quand même du temps. Et non, on n'en parlait pas trop, on gardait un petit peu ça secret. Mais entre vous, c'était un sujet... Oui, c'était le sujet... Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Voilà, c'est ça, bien sûr, c'était le sujet qui nous animait. Il faut dire que du coup, on recevait au compte-gouttes du matériel à la maison, il les montait, je le regardais faire, c'était assez intriguant. Puis d'un rig, on est passé à 2, à 3, à 4... à plus même. Vous voyez le cash rentrer en même temps, quoi. Donc c'est pas virtuel. Oui, c'est sûr qu'il y a le gain, mais il y a aussi quelque chose de... on a tous les deux quand même un attrait à la machine qui est fort. Je sais pas comment l'expliquer, mais on a vite été pris de passion par cette collection finalement qui se faisait, qu'on a commencé chez nous en fait, quoi. Et donc il y a eu un moment où voilà, la place devenait très restreinte. Et puis en plus, il faut savoir que ça prend de l'énergie, on va pas se le cacher. Et au restaurant, on a eu pas mal d'anecdotes, tout ça. C'est vrai que moi, typiquement, j'en pouvais plus. Le compteur sautait régulièrement. Donc, souvent, les clients pensaient qu'on éteignait les lumières pour fêter un anniversaire. Mais bon, quand c'est tous les soirs, sur chaque service, il y a un moment où c'est plus possible, en fait. Et puis, donc, il y a un moment, on s'est dit, il va falloir qu'on trouve une solution pour héberger nos mineurs. Donc on s'est dit on va trouver un local, on va trouver un local et puis on les déplacera. Parce que pendant cette période c'est à la cave. Oui, c'était à la cave. Donc du coup il y avait toutes les... Et ça fait un bout de temps d'en faire ça? Alors non, ça fait beaucoup moins de bruit du moins qu'un ASIC. Un GPU ça fait quand même moins de bruit, puis c'était à la cave donc on les entendait quasiment pas. On en a eu un moment par contre à l'étage, on avait une sorte de mezzanine. Il y a quelques clients qui venaient manger le midi et qui étaient du milieu de l'informatique.
qui avait repéré ces petits voyants, parce qu'il y avait une petite vitre qui avait repéré ces petits voyants. Et puis vous savez, ce petit bruit, un petit bruit sourd un peu d'informatique. Et puis bon, même si on pousse un peu plus loin, il y a une certaine aussi, une petite odeur aussi d'informatique. C'est vrai quand on pousse de composants, il y a un truc, voilà. Donc il y a des clients des fois qui nous disaient mais qu'est-ce que c'est et tout. Alors, nous on disait que c'était des serveurs, on rentrait pas dans le détail. Après ils ont su plus un petit peu quand on a décidé d'accepter le paiement en crypto-monnaie au restaurant. Donc ça les gens nous disaient ah oui donc ça c'était. En quelle année C'était 2017 aussi, c'était mi-2017. Ouais, fin 2017, on a commencé à... Et vous acceptiez quoi, Bitcoin, Ethereum? Bitcoin, Ethereum, ouais. Bitcoin, Ethereum, ouais. Alors, ouais. C'était assez marrant, oui. C'était marrant, ouais. C'est marrant parce que ça provoque beaucoup de curiosité, du coup de conversation, et du coup c'était là qu'on est rentré dans cette phase en fait de vulgarisation un petit peu auprès de nos clients qui comprenaient pas... qui voulaient pas payer forcément en crypto-monnaie, mais qui cherchaient à comprendre pourquoi maintenant ça devenait un mode de paiement en fait. Donc c'était quand même assez intéressant d'échanger avec eux et d'avoir le premier retour en fait de leur avis sur le sujet, sur ces nouvelles devises. Et vous leur vendiez des machines du coup en disant bah tiens vas-y. Non, pas du tout. Non, vas-y essaye. Non, là on racontait une histoire en fait, tout simplement. On racontait une histoire. Alors honnêtement c'est anecdotique, hein, il y a très peu de personnes qui ont payé en crypto. C'était vraiment, on passait beaucoup de temps, enfin moi aux encaissements, je passais énormément de temps à expliquer aux gens. Alors j'ai le souvenir une fois d'avoir fait un post sur nos réseaux sociaux pour dire que voilà, on acceptait les crypto-monnaies. Ça avait généré d'ailleurs pas mal d'engouement. Et il y a un jeune homme qui était venu manger avec sa petite amie. On les avait jamais vus avant, c'était pas une clientèle c'était pas des gens qui venaient manger chez nous d'habitude. Et ils ont mangé très très vite et le gars il s'est empressé de venir régler, mais parce qu'en fait il avait qu'une hâte. C'était payé en fait. J'ai rarement vu quelqu'un venir payer aussi vite, mais c'était aussi content de payer. Il était tellement content. Ah ouais, franchement il était tellement content. Et c'est vrai que du coup, chérie, avec voilà, mon téléphone, je scanne le QR code. C'est ça. Ouais, mais voilà, après c'est vrai que c'était très anecdotique. Hein. Il y a peu de personnes qui l'ont utilisé, mais ça a fait parler. Et finalement, quand on a tiré notre révérence et qu'on a dit qu'on fermait le restaurant et qu'on le vendait, les gens ont compris en fait vers quoi on allait en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, le restaurant est devenu trop petit pour les machines. Ah oui, franchement, et puis il n'était pas fait pour, surtout. Donc il y a eu un moment, voilà. Et puis c'était plus sympa là. Après on avait vraiment un beau local professionnel où on pouvait vraiment se faire plaisir, mettre ça sur des belles étagères, tirer les câbles de façon propre. Enfin c'était autre chose. Parce que du coup vous miniez à Grenoble. Oui, tout à fait. Parce que le prix de l'électricité à Grenoble c'est quelque chose. Enfin, c'est la France, quoi. C'est 15 centimes. Voilà. C'est ça, oui, c'est pareil partout. Ah, pas pour les professionnels, enfin, on a quand même des tarifs un peu plus avantageux, autour de 8 centimes à peu près. Mais, tarif vert. Et puis à l'époque, c'était rentable, même à 15 centimes, c'était rentable. Donc c'est vrai qu'on a monté du coup une société qui s'appelle BPS, qui du coup est la société qui détient la plateforme Filmani. Et c'était début 2018. Et l'idée, à la base, c'était juste d'avoir une ferme de minage. Donc avoir notre bâtiment, nos propres équipements et de miner. Sauf que début 2018, ça sombre un peu. C'est l'hiver crypto. Donc forcément, il fallait se réorienter aussi et puis trouver des solutions. Alors où est-ce qu'on peut trouver de l'énergie à pas cher, dans quel pays, comment est-ce qu'on délocalise les machines. Donc on trouve des solutions en fait. C'est ça que tous les mineurs cherchent aussi à faire, à diversifier et à aller chercher là où l'énergie est la. Donc les machines qui sont à Grenoble, elles étaient où à Grenoble les machines? Elles étaient dans un local professionnel, du coup, à Sassenage. Maintenant, je peux dire où elles étaient, puisque maintenant, on a plus local. Mais avant, voilà, c'était top secret, puisque c'est la sécurité des machines aussi, on n'a pas envie de... Ah oui, parce qu'il y avait un peu de pognon. Oui, quand même. Et où à Sassenage? J'ai grandi à Sassenage. Souvent, les gens qui ont des fermes de minage ne donnent pas l'adresse, hein, d'ailleurs, la plupart du temps. Avenue de la Falaise. Avenue de la Falaise. Contre la montagne. J'habitais rue du Moucherotte. Ah. Donc c'est vraiment à côté. C'est ça. C'est marrant. C'est ça. Donc du coup, c'est devenu notre passion, et c'est vrai qu'entre les services du midi et du soir, on allait du coup à la ferme de minage, et puis on réceptionnait des machines, on branchait, et on passait notre temps, voilà. On passait beaucoup plus de temps, et on allait un petit peu en reculant. Non mais c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ah oui, le terme ferme, ça étonnait souvent les gens. Une vie de fermier et de fermière. Je suis fermière. C'est ça. Les gens ne comprenaient pas, souvent. Quand on disait qu'on avait une ferme de minage, c'était compliqué à expliquer. Ouais. Et puis après, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le prix de Bitcoin chute, du coup, avec l'électricité, ça passe plus et ça passe en perte.
Et ça passe en perte, pas longtemps, puisqu'après on trouve des solutions à l'international, notamment voilà, au Kazakhstan, le premier accord qu'on avait eu. Après, c'était au Canada. Canada, le deuxième. Et puis après, voilà, il y en a eu d'autres. Il y a de l'électricité pas chère au Canada? Oui. Oui, bah, il y a une grosse production quand même hydro là-bas sur place, donc alors c'est pas toujours facile puisque Hydro-Québec quand même a un peu son regard sur ce qui se passe et puis on peut pas arriver comme ça non plus en masse, mais avec le volume de machines qu'on avait à l'époque, ça passait un petit peu sous les radars en fait. Ouais. Donc c'était pas un problème. Et puis on s'est dit qu'on allait peut-être pouvoir en faire notre métier aussi, mine de rien, c'était l'occasion de se dire, bon, toujours le restaurant. On a toujours le restaurant, voilà, qu'on a commencé à mettre en vente. Mais sans savoir vraiment ce qu'on allait faire. On ne s'est même pas vraiment posé les questions. Non, si je crois qu'on s'était dit, voilà, qu'on s'arrête, on allait s'arrêter. On allait s'arrêter un temps. Se poser un petit peu. Mais il n'était pas question de repartir tout de suite sur une activité à temps plein. Alors que c'est exactement l'inverse qui s'est passé, puisqu'on a chevauché les activités. Et puis ça a été double activité. Ouais. Plus les enfants, triple activité. Voilà, c'est ça. C'est clair. C'est un peu ça, ouais. Donc c'est là que Field Mining se dessine un petit peu, puisque au final on s'est dit, bon, on sait monter des machines, on sait les gérer, on connaît le fonctionnement un petit peu, les échanges d'actifs, les échanges de crypto, on sait comment ça marche, donc on va proposer un service d'assemblage et de vente de machines de minage. Donc on a attendu un petit peu la vente du restaurant pour avoir un capital. Et puis on a tout mis dans le développement, les trois quarts. Les trois quarts au démarrage, on a mis pas tout, mais voilà. On s'était gardé un petit filet au cas où. Mais l'idée c'était de mettre un paquet au début, puisque s'il n'était pas question d'aller voir une banque et lui dire voilà, je vais monter une société dans la crypto-monnaie. Non, ça passait pas trop. Les portes se ferment assez vite en fait. Mais déjà, même maintenant, ça passe moyen. Oui, c'est déjà compliqué encore aujourd'hui. C'était se monter en fonds propres ou pas. Donc, comme on avait la possibilité. Mais il fallait y croire quand même, avec du recul. Ça devait pas être facile de lancer une activité comme ça en 2018. Non, c'était pas facile. Non, c'était pas simple. Parce que vous avez vendu le restaurant en 2018. Donc, quand le marché s'est effondré, c'est ça. Et vous dites, c'est pas grave, on va le faire quand même. En fait. La machine était lancée, en fait, nous, et puis nous, on y croyait, et on se disait que voilà, ça... c'est ça. Oui, vous vous attendiez pas à un bear market de 2 ans, quoi. Non, puis on a retrouvé, en fait, quand on a monté le restaurant, cette adrénaline, en fait, cette insouciance de se lancer dans un nouveau projet, d'écrire, une nouvelle histoire et de repartir sur un nouveau projet. Et il faut être passionné quand même pour faire ça. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans passion. Sinon, ça ne marche pas en fait. Il y a trop de boulot, il y a trop d'épreuves, il y a trop de contraintes pour avancer sans passion. C'est pas possible. Et c'est là où quelque part le couple il vient en aide, parce que se lancer en tant qu'entrepreneur en disant allez chérie, j'ai vendu mon affaire et je mise tout sur le Bitcoin. C'est clair. Il y en a plus d'un, ça lui a coûté son mariage, ce genre de conneries. On y a été. Oui, heureusement que... On y croyait, donc... Donc là, c'était vraiment un projet commun, quoi. Ah ouais, là, toi, t'as dit, mais c'est une super idée. On m'a souvent posé la question après coup, mais non, j'ai pas le souvenir du tout de m'être posé des questions ou de m'être torturé en me disant est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Non, jamais. Il n'y a pas le « et si ça marche pas » ? Non, il n'y a pas de « et si ça marche pas » parce que... même si on a quand même gardé c'est pas dans mes plans. Non. Oui. Non, mais c'est vrai que à chaque fois qu'on a entrepris des choses... Oui. Voilà, mais bon, ça aurait pu, c'est sûr. Il faut faire attention avec cette confiance aussi. Voilà, bien sûr. Mais non, j'ai pas... Non, mais bon... Parce qu'à un moment, ça n'a pas été facile, on en parlait... Non, c'est vrai que ça pas... évidemment, en 2018, c'était quand même très compliqué. Monter une boîte crypto en 2018, c'était pas mieux. Non, mais bon, faut quand même y croire. Mais non, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai qu'on avait gardé quand même de côté, au cas où, si jamais ça marchait vraiment pas, de pouvoir au moins racheter un resto et repartir sur quelque chose que on savait faire. Avec vraiment, ça aurait été une grosse amertume quand même de choisir cette option-là. On a failli, puisque début 2019, oui, on a lancé la plateforme début 2019. Après 11 mois de développement, et les 6 premiers mois ont été un petit peu, ça n'a pas été la folie, quoi.
Donc on s'est posé la question, on a commencé à revisiter des Ouais, on a affaires. revisité des affaires, ouais. On y Des allait, restos. on y allait un peu à reculons en Mm. fait. On se trouvait toujours quelque chose, même si l'affaire était bien, mais l'un et l'autre, on trouvait toujours des trucs qui allaient pas, en fait. J'aime pas la tapisserie. Ouais, en fait, on trouvait toujours Ouais, c'est vrai. on trouvait toujours Mais quelque chose parce à que redire. ça nous rappelait en fait Ouais. ces 12 ans de restauration et en fait non, c'était plus la vie qu'on voulait. Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit bon bah quitte à y aller, autant y aller carrément et le filet de sécurité, bon, on a fait tapis, on a dit bon voilà, on va remettre un coup dans le développement, on va essayer d'autres choses, d'autres offres. Et puis voilà, c'est là que ça a commencé à accrocher. Mais s'il n'y avait pas eu en fait cette prise de risque là, un peu inconsciente, je pense que on se serait arrêté là. Hein. On se serait arrêté là, oui. C'est très facile en fait d'abandonner sur des moments comme ça où ça prend pas tout de suite et il faut insister, il faut persévérer quoi. Et comment il est fait le dialogue en disant non mais franchement un resto, je préfère me jeter par la fenêtre. Enfin comment tu décides de prendre le filet de sécurité qui porte bien son nom hein, et de dire non mais c'est bon on va le bouffer. Voilà. On sait qu'on voulait plus de cette vie-là en fait tout simplement. Déjà donc on voulait pas y revenir et du coup on essayait de trouver tout ce qui était positif ou une lueur d'espoir que ça puisse fonctionner. Et du coup voilà on se mettait du baume au cœur en se disant non mais ça va fonctionner, on va réinventer, on va trouver des solutions, on est toujours resté dans le positif là-dessus. Et à aucun moment tous les deux il n'y a pas eu des moments où ils disaient tu vois c'était ta connerie ça jamais. Non ça là-dessus. Non c'est toi tu m'as pas dit non jamais mais par contre c'est vrai que souvent il y a des gens qui nous en parlent qui nous disent dis donc ta femme elle aurait pu te dire c'est quoi ta lubie, mais non pas du tout en fait. Non j'ai de la chance. Non là-dessus non, là-dessus, il n'y a pas de non, c'est vrai qu'on se fait confiance. Là-dessus, Voilà, c'est à la vie et à la mort, en fait. Il y a pas de... Si on chute, on chutera ensemble. C'est pas grave. Moi, je te relèverai. On est déjà parti de zéro à la base, donc on peut repartir de zéro. C'est pas une fin en soi. Il y a quelque chose aussi que je rencontre assez souvent et que je retrouve beaucoup chez les entrepreneurs. Ils disent, mais au pire, je suis ruiné, je suis tondu, mais... on peut refaire. Ouais, on s'en refait, bien sûr. C'est quoi le plan pour se refaire quand on est à zéro c'est comme quand on a 20 ans et qu'on commence, quoi. Ouais, c'est être plein de ressources, c'est y croire, c'est y aller, en fait, faut y aller, hein, faut pas avoir peur de mettre... faut pas avoir peur de s'y mettre, tout simplement. Hein. Oui, après, on fait pas les mêmes choses, on prend pas les mêmes risques quand même à 20 ans qu'à 40 ans, on va pas non plus se mentir. Quand il y a eu des enfants et qu'il y a une maison et qu'il y a quand même des choses... on peut pas vivre dans sa voiture à 40 ans, donc c'est quand même compliqué. Il y a des écoles, il y a la cantine à payer, il faut habiller ses enfants, les faire manger. Donc il y aurait quand même un peu plus d'appréhension. On le ferait, mais bon, ce serait forcément plus compliqué. On va pas non plus dire l'inverse. On a pris une petite sécurité pendant les 11 mois de développement. Du coup, Nicolas est resté plus sur le développement de Filmaning, et puis du coup, moi, je suis repartie travailler, donc j'étais salariée pendant 11 mois. Et ça a été compliqué, parce que j'avais jamais été... avant mes boulots étudiants, j'avais jamais été salariée. Tu faisais quoi, du coup ? J'ai travaillé dans une bijouterie, voilà, pendant 11 mois, et du coup, je faisais les calls qui étaient importants pour Filmaning pendant ma pause. Je faisais toutes mes choses pendant les pauses, ou dès qu'on avait terminé, le week-end, voilà, on était animés par Filmaning. Et pendant ce temps-là, du coup, Nicolas pouvait continuer à avancer. Et il me racontait tout le soir, et j'étais trop contente des choses qui avaient abouti, qui avaient avancé, etc. Donc c'était plutôt cool. Mais c'était très frustrant. Enfin, on n'a pas l'habitude de ne pas travailler ensemble. Du coup, c'était très, très frustrant. Ouais. On n'a pas l'habitude du tout. Ça vous a manqué de ne pas bosser ensemble la journée ? Ça a été difficile, Ça a été difficile. Ouais. Bah oui, quand on a l'habitude depuis 15 ans, en fait, de tout partager, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est bizarre. On a l'impression qu'on s'éloigne, on ne comprend pas pourquoi, alors que c'est la vie de la majorité des couples, en fait. Mais bon, ça nous a fait bizarre. Ça n'a pas duré longtemps. Non. Mais bon, voilà. Après, il y a cet étonnement aussi des gens c'est vrai que quand on leur dit qu'on travaille ensemble, mais vous rentrez le soir chez vous, vous parlez encore boulot, vous faites que ça en fait. Faites que boulot. Oui, mais boulot pour nous, pour toi c'est du boulot, pour moi c'est du plaisir en fait. Il y a pas de. C'est à partir du moment où c'est une passion, où tu as envie d'y aller le matin, où tu le fais aussi le week-end parce que tu adores ça. C'est plus du tout une contrainte en fait, c'est une passion qu'on vit à deux, donc il n'y a pas de problème là-dessus. La motivation elle est toujours au même niveau. Et ça c'est vraiment intéressant parce que
il y a une alchimie qui est compliquée à trouver avec ses associés, de façon générale. Parce que les associés, c'est un petit mariage quand C'est on vrai. s'associe avec quelqu'un. Mais alors en plus, quand on fait un vrai mariage avec, c'est par-dessus. C'est ça. C'est et comment est-ce que parce que à deux vous faites pas tout, vous vous entourez, vous Bien recrutez sûr. des gens, et quelle place ils ont en fait dans cette histoire? Ils sont associés aussi, ou alors Field Mining c'est vous deux et puis le reste Non, comment ça marche? Non, du tout. Donc on a commencé tous les deux. Et Comment puis, ils rentrent dans le couple? Ah oui, voilà. Alors, on a commencé donc tous les deux, comme je disais. Après, on a rencontré 2 développeurs, donc un back et un front, qui étaient très très intéressés par le projet. Et très rapidement, en fait, on leur a proposé d'être nos associés. Donc, du coup, c'est une chance qu'on a, puis c'est une force aussi d'avoir Oui, les oui. devs, Oui, c'est les clair. devs au sein de. Ça ne se fait pas seul, Voilà, c'est sûr. ça ne se fait pas seul. Donc, bon. Et puis après, on a proposé à mon père aussi de s'associer avec nous. Ah bon? Voilà. Parce qu'il fait quoi lui? Alors mon père, donc, il s'occupe plus de la partie marketing et commerciale. Il a D'accord. travaillé pour de grands groupes, donc on s'est dit en fait que l'expérience de son âge allait faire que ça Il allait... était à la retraite? Non, mais comme il est plus âgé que toute l'équipe, du coup on s'est dit que voilà, on allait mettre à profit son expérience dans des grands groupes. Il a bossé pour ING, Et pour... tu l'as débauché ou il faisait Non, ça non, du tout. Non, du tout. Non, On il l'a faisait pas- en freelance. Il en était fait. en freelance. Il D'accord. était en freelance. Du coup, voilà, on a commencé à lui parler un petit peu de notre projet, etc. Et puis de fil en aiguille, voilà, on lui a proposé s'il voulait rentrer avec nous. Mhm. Donc voilà. Et il est donc, rentré? Et oui, tout à fait. Finalement, il a quitté, il est venu. Voilà, non. ça s'est fait naturellement en fait. C'est que oui, comme il était en freelance, il a commencé un petit peu à faire des choses pour Field Mining et un petit peu plus, etc. Puis à la fin, il n'y a plus de place pour le freelance parce que voilà, ça prend tout le temps. Ouais. Donc, Ouais, du c'est coup, clair. voilà. Donc ce qui est bien dans cette équipe en fait d'associés, c'est qu'on a tous des profils totalement différents et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est fort en fait. Et ils sont associés. Et ils sont associés. Oui, oui. On les a fait rentrer au capital assez vite. Ouais. Puisque c'est facile de se rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles on ne sait pas faire en fait. Typiquement, on peut pas tout savoir faire. Donc il faut s'entourer des bonnes personnes, et quand on rencontre les bonnes personnes et qu'on voit le travail qu'ils sont capables de faire, je pense que ça devient évident en fait. On peut pas laisser passer en fait des opportunités comme ça. Il y a eu une synergie qui s'est faite, et puis on n'était que 5 au démarrage, mais en fait tout le monde avait sa place et c'était cohérent pour monter le projet au démarrage. Donc on s'est dit voilà, ça c'est le noyau dur. Après aujourd'hui il y a d'autres personnes qui se greffent, d'autres freelances, des salariés, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce noyau dur qui reste là, et pour ces personnes-là on compte pas nos heures. Parce qu'on aime tous ce qu'on fait. Ouais, c'est Donc, ça, ouais. en fait, il n'y a Ouais. pas de... C'est devenu à tous notre bébé, en fait, quoi. Ouais. D'une façon différente, parce qu'on n'a pas la même approche, mais c'est devenu tous notre bébé. C'est-à-dire, quand il y a un souci sur la plateforme ou autre, à pas d'heure, en fait, on est tous sur le pont, quoi. Et je sais pas si vous voulez en parler, mais on en avait parlé des parts justement qui étaient prises par ces. C'est pas anecdotique. C'est pas 2%, quoi. Ah non, du C'est tout. des vraies parts. C'est des vraies parts. Ouais. Je sais pas Mais- si vous voulez dire, mais. Non, mais nous, c'est des vraies parts. Ouais. J'ai déjà entendu Ouais. des fois des 2%, des choses comme ça. Bon, non, nous, c'est c'est des 10 vraies parts. minimum, mais Ouais. parce que... Parce qu'il faut donner l'envie aux gens déjà de s'investir, Oui. en fait, et puis il faut leur montrer qu'on croit en eux, et puis on croit en projet. Et puis c'est légitime. C'est légitime. C'est légitime, puisque même si la prise de risque initiale financière était de notre part, il y a quand même une implication en fait qu'on peut pas nier dès le début du projet, où ils ont abattu du lourd, et ils facturaient en freelance au démarrage, mais c'était des facturations un peu cadeaux en fait qu'ils nous faisaient, parce qu'en contrepartie ils étaient rentrés gratuitement dans l'actionnariat. Donc il y a du donnant-donnant en fait. Voilà. C'était de l'apport en industrie plus que de l'apport financier. Donc ouais, c'était à faire. On le referait si ça se représentait. Je pense que c'est un bon modèle. Il faut savoir aussi réunir en fait les forces sur une même cause, et les impliquer aussi dans des décisions d'avenir en fait, des décisions de développement. Chacun du coup a son mot à dire. Quand il y a quelque chose d'important à faire, on se met autour de la table, on en discute, et il y a de l'échange, et il y a des avis qui s'opposent, et c'est constructif en fait. C'est pas 2 personnes qui sont en haut et qui dirigent, et toi tu fais ci, toi tu fais ça. Ça serait triste c'est une en équipe, fait. ouais, c'est une équipe. Donc, ouais. Et les enfants, comment ils vivent le mining? Ah, il Parce est que très bien mining. Non, mais ça accapare toute l'attention quelque part. Oui, Le mais mining. alors, ils ont déjà l'habitude qu'on soit accaparé par quelque chose, par le travail. Donc, ils ont déjà cette habitude-là.
Avant, c'était le restaurant. Voilà, c'est ça. après, Nous, quand on a un projet, on est très animé, on est très habité par les choses. Donc non, je pense que c'est une bonne chose en fait d'élever ses enfants dans ce modèle de vie, parce que je trouve que leur montrer le travail, ce qu'est le travail, et je trouve qu'il n'y a pas plus belle éducation, franchement. Donc là-dessus. La valeur du travail, la valeur la du valeur travail, de, enfin, leur montrer enfin, j'espère que, en tout cas, c'est ce qu'ils retiendront en fait de notre vie, c'est que tout est possible en fait. Chacun peut faire ce qu'il veut dans la vie s'il le souhaite. Donne les moyens, ouais. Et ça, c'est quand même intéressant d'avoir cette vision-là quand t'es enfant. Mais je me souviens de fils d'agriculteurs notamment qui disaient à 20 ans ouais, l'agriculture ça me baigne, depuis tout petit je ramasse des œufs, je pèle du foin, et je ras la casquette. Ouais. Est-ce que eux apparemment ils ont plutôt adhéré au truc quoi? Oui, alors notre fille surtout, hein. Les filles sont un petit peu petites mais elles comprennent avec leurs mots d'enfant, hein. Mais notre fils, oui, il est très 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 pris par le mining. Il fait du mining déjà, il est très intéressé. Les réunions qu'il y a de dev à la boîte, il a les yeux avec plein d'étoiles, il a envie d'y être. Il a 12 ans? Il a 13 ans. 13 ans. Ah ouais, il a 13 ans. Ouais. Non, il est très très pris par l'écosystème, il aime ça. C'est un potentiel repreneur. Ah ouais, carrément, carrément. Ah ouais, carrément. Il veut déjà, là, cet été, il me dit si j'ai du temps, j'aimerais bien faire du test sur la plateforme. Il est à fond dans les cryptos, il adore ça. Ah, ouais. D'accord, donc ça, lui, il a pris le moule, il a bien capté le truc, et puis par contre, les filles, elles ont quoi? Elles ont 7 ans? Elles ont 8 ans. 8 ans. Ouais, elles ont 8 ans. Les filles, alors c'est un peu plus compliqué pour elles de comprendre. Au début de l'année, la maîtresse m'a demandé si... elles m'ont dit, mais les filles m'ont dit que vous fabriquiez de l'argent. Alors, je dis, alors, vous étiez faussaire. C'est un petit peu plus compliqué que ça. J'ai dit, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai dit, si on a un moment, je vous en parlerai. On fait de la fausse monnaie, voilà. J'ai dit, non, je ne les imprime pas la nuit, je vous rassure. Non, pas du tout. On a un séchoir pour les billets. Mais non, voilà, les filles, elles font des raccourcis des fois, voilà. Des raccourcis un peu approximatifs. Ah, c'est vrai, vous fabriquez de l'argent. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais bon... mais dit comme ça peut... Dit comme ça, à l'école, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Il y a des gens qui rentrent et qui partent et ils font de l'argent. On n'a pas le droit de dire où c'est. Voilà. C'est pas bon. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ça consomme beaucoup d'électricité. Voilà. Ouais. Mais par contre, ça les choque pas à la maison de voir un GPU qui tourne et qui nous sert de chauffage. Enfin, elle trouve pas ça étonnant. Ah, du coup, vous vous chauffez aux cartes graphiques? Alors oui, on en a à la maison, ouais. On a quelques rigs qui traînent. On a quelques rigs qui traînent. Et puis en tant que chauffage électrique? Bah, ça chauffe, donc tant qu'à faire l'hiver... Non, mais je veux dire, vous les montez l'hiver pour que ça chauffe et vous les remettez là-bas. Non, on les complétait. On les complétait, ouais. C'est des rigs qui ont une histoire, c'était les premiers en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai pas pu m'en séparer. Il y a un côté sentimental, ouais. Ah ouais, c'est ça. Et ils tournent encore. Mais ils tournent encore, mais là cet hiver, ils vont être très appréciables. Ouais. Ah ouais. Et ils minent, ouais. Toujours. Ça paye le chauffage. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Et aujourd'hui, Field Mining, c'est quand même plus gros. C'est plus... Oui. Maintenant, vous en vivez, vous êtes sorti du couloir de la mort, un peu, là. Oui. Donc, vous avez reconstitué les réserves, vous avez... ça fonctionne, vous en vivez bien. Ouais. C'est quoi les projets? Parce que une fois qu'on peut se dire, bon, ils sont arrivés, maintenant, ils vendent, et puis ils vont sous les cocotiers, on en parle plus. Non, pas du tout. Non, je pense qu'on a vraiment... On a eu un développement très fort. Déjà, entre la première et deuxième année, on a fait un x10 du chiffre d'affaires. Deuxième, troisième, on a multiplié par 3 le chiffre d'affaires l'année d'avant. Donc ça a été très très fort très vite, ça s'est envolé très vite. Donc il a fallu s'organiser, se structurer aussi très vite, trouver des gens compétents. Ça n'a pas été simple parce que il n'y a pas d'études forcément trop aujourd'hui dans ce secteur-là. Donc on prend des métiers existants et puis on essaye de les former, de les adapter à notre modèle. Comment on fait pour s'entourer avec des gens de confiance et compétents? C'est compliqué. On essaye de trouver des passionnés, en fait. Des passionnés, ouais. C'est un critère de base pour nous, en fait. Il faut déjà que la personne ait un attrait pour la crypto-monnaie, une curiosité. Ouais, parce que c'est vrai que c'est important quand même pour le profil. Ouais, s'il y a que ça, s'il y a l'envie et la passion, en fait, c'est peu importe d'où tu viens, quoi. Peu importe le bagage que tu as. Même, si tu as l'envie d'y aller, tu y arriveras. Alors après, voilà, ça dépend du poste, mais. Oui. Ça dépend du poste, mais. Mais voilà, c'est compliqué. En interne, par exemple, on a un service comptable et ça a été compliqué pour eux au début de se mettre à la page parce que c'est une comptabilité qui est différente. Il a fallu écrire des chemins d'écriture qui n'étaient pas au début approuvés par notre... Qui n'existaient pas. Qui n'existaient pas, voilà, tout simplement. Bah, vous avez dû vivre des forks.
Donc, moi, je me suis toujours demandé comment il fait le comptable. Tu lui dis, j'ai, je sais pas, moi, avec Bitcoin, j'ai 10 Bitcoins, et le lendemain, il y en a 20. Parce qu'il y a eu un fork. Et là, le comptable, il dit, mais d'où vient le pognon? Ouais, non, mais c'est... Ben, il fait plop. Ouais, bah, c'est un produit exceptionnel. Ça reste un produit, mais comme un reward, comme un produit issu du minage. D'où vient l'argent? C'est un produit, c'est une création, quoi. J'aimerais trop avoir cette discussion, t'expliquer à un comptable que t'as créé l'argent. Oui, sans, c'était pas simple. Non, c'est pas simple. On a eu pas mal de comptables, et là, on a un bon comptable et qui... Oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile de trouver un comptable qui suivait. Et au final, on est revenu à notre comptable... Celui de notre restaurant. Ouais, d'origine. Il y a 11 ans, pendant 11 ans, on a eu le même comptable, et puis je lui avais dit, je pense que ça sera peut-être pas très adapté, notre nouvelle affaire. Donc voilà, on va se quitter, on va arrêter, voilà. Et du coup, on a essayé 3 comptables, dont de très belles adresses sur Paris, qui clairement nous ont rendu les cartons, mais ça c'est pas du sens figuré, c'est vraiment ils nous ont rendu les cartons. C'est pas légal, madame. Non, mais c'est pas possible, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et du coup, ça a été compliqué pour nous. Et finalement, donc, j'ai rappelé le comptable et je lui ai dit, vous savez, notre projet, on vous en a parlé, vous aviez l'air intéressé par la crypto. Et il m'a dit, je me rappelle bien, même des enfants. Et je dis, est-ce qu'on peut se revoir? Je me rappelle bien, mais ah, mais oui, c'est ça, ouais. Et du coup, on s'est prévu un rendez-vous. Du coup, il est sur Grenoble, donc encore plus facile. Et griller des entrecôtes sur des rigs. Donc voilà. Donc du coup, on s'est revus et puis... Il s'était formé entre-temps, en fait. Il s'était intéressé, etc. Parce qu'il avait compris ce que vous faisiez et du coup, il s'est intéressé. Il en avait entendu parler au démarrage quand on a lancé, la blockchain, etc. Et puis, il avait des collaborateurs c'est un cabinet, c'est un gros cabinet. Et il avait certains de ses collaborateurs qui commençaient déjà à se pencher, en fait, sur le sujet comptabilité, blockchain. Et du coup, finalement, en fait, on s'est fait balader de cabinet en cabinet, mais ça a été une bonne chose parce qu'en attendant, eux, ils montaient en compétences. Et quand on est retourné les voir, oui, ça maintenant on sait faire, ça on comprend. Donc on s'est dit, ouf. Et là, on est vraiment bien encadré, bien bordé. Donc on se sent serein là. Parce que c'est quoi les difficultés en comptabilité en 2019-2020 quand on défriche la comptabilité? Clairement, c'était les chemins d'écriture. C'était là-dessus qu'ils ont... C'est drôle. C'est quoi ça, un chemin d'écriture? C'est savoir dans quel compte on allait enregistrer en fait les opérations. Et c'était très compliqué. Il a fallu, je sais pas combien de c'est matérialiser comptablement en fait tous les flux crypto. Donc c'est comme si on gérait une comptabilité avec 30 devises étrangères. Donc il y a autant de difficultés et sachant que chaque devise a une volatilité qui est complètement folle par rapport à une monnaie traditionnelle. Donc tout ça, faut le retranscrire, faut valoriser avec des valeurs moyennes de cours par mois, par trimestre. Donc c'était peut-être ça qui était le plus compliqué. Et puis de leur expliquer aussi que, alors voilà, il y a les rewards, là il y a des frais sur les rewards, il y a des retraits, les gens peuvent échanger aussi. En fait, il y a tellement d'interactions et tellement de possibilités, de fonctionnalités sur la plateforme que tout ça, en fait, il faut qu'il y ait une traduction comptable de tous ces flux-là. Donc le comptable est devenu riche, parce qu'il avait 10 fois plus d'écriture à passer. Oui, heureusement, non, mais il n'est pas payé l'écriture. Il n'est pas payé l'écriture, heureusement. C'est clair. Non, mais il fallait avant tout, avant de pouvoir faire cette comptabilité... Ah oui, c'est sûr que c'est pas la même comptabilité qu'une comptabilité classique, c'est sûr. Oui, c'est clair. Mais bon, c'est le prix à payer. Mais avant tout, il faut un comptable qui comprenne, tout simplement. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut comprendre. Sinon, c'est très compliqué, en fait. Donc ça va, maintenant on est bien entouré, on est serein et tout va bien. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'algo pour faire ça, il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de... Donc ça veut dire que le gars, il va spanner tous les historiques de cours, Ah ouais, non, c'est pas ça. Prendre une camomille, là. C'est ça, le vodka, ouais. C'est clair. C'est clair. Puis il a fallu développer aussi l'application Core de Field Mining pour qu'elle soit compatible aussi avec les standards de comptabilité. Retracer toutes les opérations clients. Il faut développer aussi l'outil qui est en mesure de communiquer avec la comptabilité. Il ne suffit pas juste de proposer en fait une plateforme d'achat-vente d'actifs. Il faut quand même derrière avoir la mécage pour que on puisse... parce que vous proposiez, vous faisiez exchange aussi. Oui, on a cette option-là. On se met pas dans cette catégorie d'exchange puisqu'il n'y a pas vraiment de carnet d'ordre, d'offres et de demandes. On propose un service de conversion.
Et comment tu fais ça s'il n'y a pas de carnet d'ordre? Eh ben, c'est fait sur nos propres fonds, en fait. On a une disponibilité sur tous les actifs qu'on propose, et ça s'échange comme ça. Donc la compensation interne, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Et là, du coup, c'est pareil, à chaque échange, il faut avoir la compta, quoi, en disant, lui, il a vendu, il attend. Donc, s'il y a un petit malin qui s'amuse à faire du trading, et ben, il faut savoir tout retracer. Le cauchemar. Tout retracer. À la main, c'est un cauchemar. Ouais, oui, à la main, ça s'est vite arrêté à la main. Il a fallu automatiser. Et c'est là où tu dis, effectivement, on a développé. Parce que l'outil n'existe pas. Pour que ça rentre dans la compta, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il y a plein d'outils qu'au fur et à mesure, on est obligé d'automatiser, parce que sinon, ça devient compliqué. Au début, par exemple, nos rapports de minage, on les faisait à la main, en fait. On les calculait à la main, etc. Maintenant, c'est automatisé. Et heureusement, parce qu'au début, on avait peu de machines. Mais là, avec le nombre de machines qu'il y a, ça aurait été impossible, quoi. Oui, c'est clair. Donc voilà, il faut à chaque fois se réinventer, trouver des solutions, etc., automatiser. Oui, c'est la suite logique. Après, c'est la suite logique, c'est structuré. Par rapport au développement, il faut s'adapter, il faut réagir assez vite au développement qui se présente à toi et pas se laisser dépasser. Est-ce que vous êtes PSAN aujourd'hui? Oui. Et comment ça se passe quand il y a le régulateur qui arrive? Et vous avez votre façon de travailler, vous avez des clients, ça marche. Et puis il y a le régulateur qui arrive en disant bon, on va discuter. Et ben ça a pris longtemps déjà, on a mis 9 mois à avoir notre enregistrement. Donc 9 mois, on a été enregistré le 22 juillet dernier, c'était une grande fierté pour nous. Quelle date? Le 22 juillet dernier. 22 juillet 2021. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ben du coup on a dû revoir plein de choses dans nos process, etc. Mais c'était pas plus mal, ça nous a pris du temps certes, mais c'était des choses qui étaient à faire pour être 9 mois de boulot pour l'enregistrement PSAN? Ouais, 9 mois. Oui, après ça dépend des activités. Il y a ceux qui ont des comptoirs de change ou des choses comme ça où ils font juste de l'achat-revente, c'est beaucoup plus facile. Ça peut mettre 2 mois et demi, 3 mois. Mais nous, vu la diversité d'offres en fait qu'il y avait sur différents protocoles, stacking, masternode, mining, il fallait tout expliquer en revue. Donc il y avait il y a eu des calls avec l'AMF pour expliquer un petit peu comment on pouvait déterminer telle offre, l'étude juridique qu'il y avait dessus. Donc pour ça, on était bien aussi entouré avec le cabinet Orwell. Ouais, mais on en fait quelques-uns en France. Oui, ils se sont un peu spécialisés. Mais c'est vrai qu'honnêtement, si on n'avait pas été accompagné, ça aurait été compliqué, beaucoup plus long. C'est William qui. Oui, c'est William, c'est William, Ouais, tout à fait. Donc ça William O'Rourke de chez Orwell. C'est ça. Salut William. Ouais. C'est clair. Mais après on a eu cette chance, c'est qu'on s'est monté avant la loi Pacte et du coup on avait ce délai en fait que n'avaient pas les nouveaux arrivants. Maintenant aujourd'hui pour créer en fait une société dans la crypto-monnaie, il faut être PSAN. Mais là, avant comme même vous étiez préexistant, forcément il y avait. Donc on avait un an, peut-être un peu plus d'un an. Ouais, un peu plus d'un an, il me semble. Mais c'est vrai que il y avait la date butoir, je crois que c'était au 23 décembre si je dis pas de bêtises. C'était en décembre. C'était en décembre, ouais. Et après ça explose. Qu'est-ce qui se passait? Et ben justement, c'était la grande crainte en fait. On a tous reçu. Les acteurs qui étaient déjà présents mais non enregistrés et en activité ont reçu une lettre disant vous n'êtes pas enregistré, il est l'heure maintenant quoi. Donc c'était un petit peu compliqué. Et on a vécu les 6-7 mois d'après avec un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. On dit qu'est-ce qu'on va faire? Ça avance pas, le dossier il traîne, c'était très très long. Parce que si j'ai bien compris, l'enregistrement PSAN, ça consiste essentiellement à faire du KYC, donc à enregistrer correctement les clients, c'est ça. Et à expliquer aux clients à quoi ils s'exposent. C'est-à-dire de bien leur expliquer ce que vous êtes en train de faire, ça fait ça, le risque est là, etc. Oui. Donc en soi, c'est de la description et de l'enregistrement de documents. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la partie KYB, qui permet effectivement de récolter des données personnelles, de s'assurer que le client, c'est bien le bon client, la personne qu'on a à distance qui cherche à s'inscrire. C'est pas puis, du Nord, c'est pas... Il y a tout le côté aussi lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme. En fait, c'est surtout là-dessus en fait qu'est axé le PSAN. C'est ça qu'en tout cas que l'AMF et la CPR veulent surveiller.
c'est nous mettre un petit peu au même niveau que les banques ou que les autres organismes financiers. Donc, surveiller les flux, surveiller les flux. Surveiller les flux, voilà. On a tous Vous été Vous avez un formés. devoir de balancer les gens s'il y a des Oui, flux, alors, ce genre de choses-là. Non, Comment ça marche? Non. peut-être pas, mais on a juste un devoir on de fait la surveiller, de relever des anomalies, de poser des questions aux clients si jamais on n'explique pas un virement entrant. D'où Ou, viennent les 50 millions d'hier soir? Voilà, Voilà, c'est ça. typiquement c'est du ça, mais compliance, en fait, et c'est... comme le fait une banque en fait. Hein. Il y a juste c'est juste une enquête, un examen qu'on va faire. Et elle finit où cette enquête? Alors, si tout va bien et qu'il n'y a pas de Elle est raison de classée. s'inquiéter, elle est classée. Si toutefois... C'est vous qui l'a classé, quoi. C'est le prestataire qui l'a classé. Voilà. Ouais, si elle est classée. c'est ça. Après, si ça n'aboutit pas, en fait, il y a juste un niveau de risque qui est relevé par notre système de gestion de risque sur ce client-là, qui n'est pas coopératif. Et puis, ça peut aller jusqu'à la fin de la relation, tout simplement, où on va faire une fermeture de compte et on va lui dire de récupérer ses avoirs, puisqu'il n'y a pas ce côté coopératif. Donc, Mais une on préfère pas entreprise prendre de de risque. PSAN n'a pas l'obligation de balancer à Non. l'AMF ou à je sais pas qui. Non, il n'y a pas de... D'accord. C'est juste d'arrêter en disant on arrête. On n'a pas de, il y a pas de lien non plus avec le fisc. En fait, il y a les beaucoup de gens banques- qui nous posent la question. beaucoup mais... de Parce que gens les banques, pensent- typiquement, moi par exemple, j'ai déménagé en Suisse, donc j'ai fait des virements vers la Suisse. oui. Quel hasard, quel hasard. Et là, j'ai mon compte courant qui est encore en France chez Boursorama où ils me l'ont coincé. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, vous avez fait des gros virements, machin, pourquoi? J'ai déménagé, les gars. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils veulent une pile de documents longs comme le bras. Et du coup, ils bloquent. Et ils me disent, sinon, on vous balance à Tracfin, quoi. Ouais, bon, Ouais. après, ça, c'est le cas extrême. Mais c'est le cas extrême, ouais. faut vraiment y aller. Faut dire que je leur ai envoyé un courrier en disant, je me suis barré parce que j'en ai marre de l'administration française. Donc, mais. Ça Ouais, s'appelle un peu, ne pas coopérer. Voilà. Ah, c'est pour ça? Ça rentre dans le non coopératif? C'est pas faux. Non, voilà, il faut qu'il y ait un échange, en fait. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait des réponses. Oui, c'est se protéger, c'est en se fait, protéger, tout voilà. simplement. Il faut dire, quand on fait la formation LCBFT, c'est vrai qu'on est digne après et on se doit de sécuriser sa boîte, en fait. On est là pour protéger. Donc on a pas Le but, c'est pas de se taper des amendes Non, c'est ça. à plusieurs millions parce que on a mal fait les choses. Donc, Ah ouais, après un enregistré PSAN, il s'expose à des amendes s'il remplit pas les tâches qu'on lui a confiées. bien sûr, Ouais. il suffit pas juste de mettre en place les process. Faut les faire respecter, les mettre à jour, former dès qu'il y a un nouvel arrivant dans la boîte, il faut le former aussi sur ces risques-là, le former sur la politique interne de la boîte. Donc il y a tout ce travail de surveillance aussi, et c'est le rôle du responsable LCBFT au sein de l'entreprise de surveiller que tout va bien et qu'on est aux normes et qu'on se tient à jour. Mais ça coûte un bras, ça, non? Bah oui, Ouais. alors il risque d'y avoir des audits aussi obligatoires. Oui, il y a des audits obligatoires. Qui sont pas donnés, mais bon. Mais C'est comme combien ça, c'est comme ça, on n'a pas... obligatoire si on... Ah, là, c'était, je crois que c'était dans les 50 000 € là, pour Est-ce un qu'ils an. vous les font payer, les audits? Ah bah oui, c'est une société indépendante qui va faire un audit. Oh ben Dieu. Donc oui, c'est à la charge de l'entreprise, bien sûr. Mais bon, c'est une bonne chose aussi oui, parce que c'est une bonne ça chose. permet de mettre le nez aussi dans la machine et eux sont assez, en fait, ça se passe assez bien. C'est pas un contrôle comme on imagine strict. Pas un contrôle Sortez-moi les fiscal. papiers. C'est pas punitif en fait. Ils sont dans l'échange et s'il y a quelque chose qui va pas, ils disent, faites attention à ça parce que ça passera pas, ou ça vous devriez l'aborder comme ça serait mieux. Ah, 50 000 balles, ils voilà. peuvent être sympas, ouais. Oui. C'est sûr. C'est eux qui amènent le café, non? Ouais. C'est eux. Ouais, c'est ça, ils devraient, oui. Ouais, donc voilà. Et mais ça, c'est une grosse barrière à l'entrée, du coup. Et pour- ça, Ah oui, aujourd'hui, c'est oui. sûr, c'est sûr que c'est une grosse barrière à l'entrée. Hein. Les gens qui veulent se lancer, c'est compliqué. Hein. Oui. S'il y a eu ça dès le début, c'est vrai que Ça nous aurait quand même freiné. le parcours a été moins rose. Mais bon, après, Bah, il y avait d'autres difficultés, quoi, au début. Oui, Oui, il il y a avait d'autres d'autres difficultés, mais c'est vrai que là, ça aurait paru... mais c'est une bonne chose quand même. C'est une très bonne chose. Ça fait du tri aussi ça a un petit peu. épuré aussi, ça a nettoyé, puis ça a donné un cadre en fait à notre activité et une reconnaissance. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Une reconnaissance de l'État, des gouvernements, que ces actifs existent. Avant, on parlait ça comme si c'était des billets de Monopoly. Donc, Non, mais c'est vrai que mine de rien, voilà, où c'est important. où ça en parle un peu dans la presse, etc., c'est vrai qu'on se sent exister. On a envie de dire, voyez, on vous l'avait dit, en fait. Parce que, qu'est-ce qui donne envie de se lancer dans des aventures pareilles avec la quantité d'emmerdement que ça procure? Pourquoi l'entrepreneur se lève le matin?
Plutôt que de se par dire, allez, passion. je vais bosser à la Par passion, préfecture, ouais, au moins je vais coller des gommettes et personne m'embêtera. Oh quoi. non, Non, vraiment, bah, par par passion. passion en tout fait, simplement. par passion, puis il y a une certaine liberté quand même. Oui. Donc non, vraiment par passion. Quelle liberté. Alors, c'est une cage dorée certes. La mais, liberté de choisir liberté les de chaînes que tu choisir. vas te mettre au pied. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Je sais plus qui l'avait sorti Ouais. celle-là, mais elle est super. Ouais. Bah oui, oui. Non, il y a Non, mais c'est ça. une certaine liberté, ouais, c'est sûr que... Oui, oui, C'est en soi, en fait, je crois que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Après, on peut pas tous être entrepreneurs, sinon il n'y aurait plus personne à embaucher, mais j'ai envie de dire que non, c'est quelque chose qu'on a en soi, je pense. Hein. Oui. D'où ça te vient, Chloé, cette fibre entrepreneuriale? D'où ça me vient je me suis jamais trop posé la question, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps en moi. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, dans ma famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc c'est un modèle de vie que je connais par cœur. C'est vrai que j'ai découvert un modèle de vie stable, enfin plus classique depuis qu'on a fait Mining, parce que avant je connaissais pas les repas à table, etc. Ah oui, j'étais pas du tout habituée à ça, puisque moi j'étais déjà issue d'une fille de restauratrice. Donc je pense que j'ai toujours eu cette fibre. Si je me rappelle bien, même plus jeune, j'organisais des spectacles que je faisais payer. Non mais c'est vrai en fait, quand j'y réfléchi, tôt, 8-9 ans, je me rappelle que j'organisais déjà des spectacles, je disais à ma sœur, on va faire payer les billets, comme ça on pourra acheter des trucs pour le prochain. Enfin, c'est anecdotique, mais à la fac, j'étais présidente des associations pendant 4 ans. J'ai monté des assos. Moi, j'aime bien monter les projets, en fait. C'est vrai que quand il y a un moment, quand ça s'essouffle et quand il n'y a plus rien à faire et puis que ça tourne un petit peu en rond, j'aime bien aller vers d'autres horizons. Donc, j'aime bien l'activité, j'aime bien le challenge. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'anime. Je m'ennuierais, en fait, dans une vie classique. On est entrepreneur ou on devient entrepreneur? Alors, dans nos cas, toi, tu es devenu entrepreneur? Toi, tu Ouais. n'étais pas Non, fille de restaurateur? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Mais ouais, je sais pas. J'ai vite compris quand même que j'étais pas du bon côté quand j'étais salarié. Mais je pense que Tes parents, ils faisaient quoi, toi? Moi, mon père travaillait à Airbus. Il est à la retraite aujourd'hui. Donc salarié? Donc salarié, voilà. Et ma mère, mère au foyer, elle était esthéticienne aussi quand elle était plus jeune. Donc j'ai un modèle classique voilà, et j'ai pas forcément eu ce modèle d'entreprendre les choses en tout cas. Alors c'est quoi, c'est Chloé qui t'a poussé en disant viens faire un truc? Pas forcément. Ouais, je crois pas. Non, j'ai pas l'impression, mais c'est vrai qu'on en a vite parlé. Quand on s'est rencontrés, t'avais déjà des envies de monter quelque chose. Mais j'ai toujours été très très bosseur par contre en fait. Même salarié, je comprenais pas pourquoi il y avait des horaires. Si le travail était pas fini en fait, il fallait le finir. Donc j'ai toujours débordé quoi. Et des fois on me mettait un peu à la porte parce que bah non c'est l'heure. Tu veux pas bosser plus en fait, ça se passe pas comme ça. On va devoir te payer. J'ai pris une lettre un jour quand j'étais salarié parce qu'à 19h30 j'étais encore dans les bureaux. Ah ouais, non mais... J'ai pris une lettre, avertissement, machin, il n'y a rien à faire dans les bureaux. Ouais, c'est ça, Ouais. À 4h30 tous les jours j'étais parti après. T'es arrivé une fois, Non mais ça s'appelle de la conscience professionnelle tout simplement. Tu ouais, vois, ouais, tu te sens impliqué. Puis l'envie de faire les choses bien en fait. Même si t'es dans un boulot que t'aimes pas forcément ce que tu fais, il y a des gens qui ont l'envie quand même de faire les choses bien, correctement. Parce que c'est leur travail, c'est leur devoir. T'étais dans quel boulot, salarié? Bah salarié, j'étais vite dans la restauration, donc moi je suis sorti de l'université. Cuisinier? Non, j'ai pas fait d'études en fait en restauration, mais oui, j'étais cuisinier, oui. Oui, mais dans ton boulot, c'était ça. Oui, c'est ça. Donc, donc en fait, boulot, mais, tu te disais monter un resto, ça va pas être bien plus compliqué que de faire la cuisine pour moi que de la faire pour les autres, quoi. Alors là-dessus, on s'est pas du tout posé de... Ouais, après j'aurais pas fait ça tout seul non plus quand même, mais... Ouais. Ça t'a rassuré la présence de Chloé? Ça nous a rassurés tous les deux, on avait les deux savoir-faire en fait. Moi j'avais pas envie de passer en cuisine, très clairement. Puis j'avais déjà l'exemple de ma mère qui avait son restaurant seul, c'est très très dur à gérer un restaurant seul. Hein. Déjà qu'à deux c'est pas simple. Non mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Donc non, à deux c'était bien, on est tous les deux, on était complémentaires. Donc, parce que toi tu faisais la compta, les appros, moi je m'occupais d'accueillir les clients, de servir, j'étais la vitrine du restaurant. Nicolas, c'était plus les coulisses, un petit peu l'homme de l'ombre, voilà. Et on retrouve le même schéma aujourd'hui. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Chloé qui est plus dans la com et le marketing, et moi qui est plutôt dans la partie machinerie, en fait. Dans l'ombre, quoi. Dans l'ombre, ouais. Mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. C'est une belle histoire, en tout cas, c'est super. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui voudrait se lancer dans la crypto,
tout seul si sa copine n'est pas d'accord. Ah, tout seul, Est-ce qu'on peut entreprendre aujourd'hui malgré... est-ce qu'on peut faire des choses dans la crypto quand on a 20 ans et plein d'envie? Ouais, je pense qu'on peut toujours faire des choses. Mais après... Est-ce qu'il faut aller en Estonie pour les faire? Oui, il y a peut-être des pays un peu plus... un peu plus friendly. Un peu plus friendly. Et puis après, c'est vrai que sans un capital de départ, aujourd'hui, dans la crypto, quand même, il faut... Alors, à moins de se spécialiser, après, ça dépend ce que vous faites dans la crypto, en fait. Un développeur blockchain, s'il a une formation de développeur, il peut très bien s'en sortir. Donc, il y a pas... ça dépend du projet. Ça dépend de la nature du projet, en fait. Il n'y a pas vraiment de réponse unique à cette question. Il y a de la place? Oui, il y a de la place. Ah oui, il y a de la place, bien sûr. Des choses à inventer? Toujours. Ah oui, bien sûr, on en est qu'au début. On est qu'au début, ouais. Donc, c'est un monde d'entrepreneurs. Ah, bien sûr. Oui. Et passionnés. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que les gens dans la crypto, la plupart du temps, sont des passionnés. Enfin, il n'y a pas de... Ouais. Ça commence comme ça. Tous les exemples qu'on a, c'est comme ça. C'est vrai. Merci beaucoup, Nicolas et Chloé. C'est un plaisir de vous avoir reçus sur Grand Angle Entrepreneur. Merci à toi. Merci à toi. Et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.